Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Il y a 11 ans, je faisais un choix de cœur, devenir chef à domicile. Être au plus près des gens, de leurs envies, de leurs émotions autour de la table, chez eux. Transformer leur salon en restaurant où le goût rejoint ma créativité. Il y a 3 ans, j'ai ressenti le besoin d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, offrir un espace de parole aux passionnés. Ce podcast, c'est ma manière de mettre en lumière les voix engagées de la gastronomie, de l'artisanat, de la restauration, de l'événementiel, de l'art culinaire, de l'hospitalité et du patrimoine agricole. Aujourd'hui, je reçois au studio Module Géraldine Martens, photographe indépendante qui aime capturer et immortaliser l'essence même de l'art de vivre. Bonjour Géraldine. Bonjour. Candice Barkatz, créatrice d'expériences coup de foudre, uniques et personnalisées dans les meilleurs restaurants parisiens. Bonjour Candice. Bonjour Virginie. Marie Géringent, la directrice de l'association d'aide alimentaire Ernest. Bonjour Marie. Bonjour. Et enfin, Laurent Couraudon, président de Wesh Gros, un maraîcher urbain avec 5 fermes à Paris et Marseille qui cultive localement et durablement des herbes aromatiques, petites pousses, petits légumes et champignons spécifiques à destination des restaurateurs. Je réagis. Bonjour Laurent. Salut Virginie. Allez Laurent, je te garde. Parce que j'ai depuis plusieurs mois l'occasion de travailler avec vos pousses qui sont extraordinaires. Est-ce que tu peux me présenter justement l'origine de Wesh Gros, dont on adore d'ailleurs le nom ? Comment l'idée est-elle née et quel était le contexte ? Alors Wesh Gros, on l'a fait en 2018 avec mon copain Glenn Chénier. Le contexte, c'est qu'on était tous les deux entrepreneurs. On a fait que ça dans notre vie. Et puis moi, j'étais à ce moment-là dans le groupe Bolloré, à qui j'ai vendu ma dernière boîte. Je suis resté 11 ans là-bas et 7 ans avec lui. Une expérience assez originale et enrichissante, il faut dire ce qui est. Et on avait envie de repartir à l'aventure. Et on voulait trouver un projet. Moi, étant plus vieux, j'avais 45 balais à ce moment-là. Et bien trouver un projet en phase avec ce qu'on aime, qui on est, avec un peu de sens. Ça, c'était le critère premier. Et puis un jour, on a trouvé en Allemagne une boîte qui s'appelait Infarm, qui faisait pousser dans un conteneur, un Airstream, des herbes. Le mec avait un projet assez intéressant, c'est qu'il avait fait ça, il était resté pendant 1 an dans une île, je crois que c'est Lanzarote, qui avait une terre assez peu fertile, et il avait dû apprendre à faire pousser n'importe quoi pour sa propre résilience alimentaire, et avec peu d'éléments favorables. De ça est née son idée de faire pousser dans du hors-sol, ce qu'on appelle du hors-sol, des petites herbes dans un conteneur. On est allé là-bas parce que c'était intéressant. Moi, ça m'intéressait de faire la bouffe parce que je cuisine beaucoup pour ma famille, pour mes enfants. Puis c'est un vrai plaisir. Et on voulait trouver un projet effectivement autour de l'alimentation. Faire un restaurant avec une famille, c'est compliqué. Il faut des horaires, etc. Puis pas mal de compétences. Et mon copain Glenn, lui, est assez tech, pas un geek, mais il n'aime pas que je dise ça, mais il aime bien les choses un peu compliquées. Tout ce qui me complète, on va dire. Et le challenge, quoi. Le challenge, et puis on avait envie de faire ce truc ensemble, t'es allé là-bas, on a goûté, c'était hyper bon. On avait vachement de réticence sur ce qu'on appelle du hors-sol, c'est-à-dire faire pousser sans terre avec de la lumière. Et puis, comme les tomates espagnoles par exemple, qui n'ont pas de goût, qui ont un goût de flotte, mais là-bas c'était vachement bon. Ils faisaient des micro-pousses qu'on ne connaissait pas, c'est un truc inconnu du grand public. Les micro-pousses, c'est des micro-végétaux, c'est un stade de croissance, graines germées, micro-pousses, jeunes pousses et taille adulte. Voilà, on a posé ça comme ça, on s'est dit c'est génial, et à ce moment-là, la mairie de Paris ouvrait ou donnait en disponibilité des sites, parking, toiture de terrasse, rez-de-jardin, pour des projets agricoles. Ça s'appelle les pariculteurs. C'est un des projets de Madame Hidalgo. Et donc, à côté de chez nous, il y avait une boîte qui s'appelle Cycloponix, qui avait un site qui s'appelle La Caverne. On a fait notre première ferme dans le 18e, porte de la Chapelle. D'où le nom Wesh Gros d'ailleurs, parce que lorsqu'on a commencé là-bas en 2018, eh bien, lorsqu'on sortait le soir, c'était l'été, il y avait tous les mecs du quartier qui étaient dehors, les wesh, ils disaient ah, wesh mon gros, ça va. Et donc, on a retenu ça avec un W à la fin pour faire la croissance. Et puis, ce nom-là, en fait, au début, on n'avait pas de nom. Enfin, on voulait s'appeler Maison Umami, je crois.
ce qui était dur à dire. Moi, j'avais même du mal à le dire, umami. Et puis, on avait donné ce nom-là pour créer la société, mais on voulait trouver un autre nom, peut-être plus chic pour faire des restaurants un peu bistrot, un peu gastro. Et puis, pris de court un jour, on a commencé. Puis les restaurants ont bien aimé ce qu'on faisait. Ils ont dit, on va acheter. Comment vous appelez ? On dit, on n'a pas vraiment de nom encore, on ne sait pas. Et donc, le premier chef qu'on a fait, c'était Laurent Magnin de l'Arcane, c'est dans le 18e, une étoile. Et lorsqu'on est rentré en cuisine, on a dit qu'on s'appelait Wesh Gros, et toute l'équipe, la brigade, qui sont souvent des mecs aussi qui peuvent venir des quartiers, fait Wesh, ils nous ont checké comme ça. Acclamé. Superbe. On s'est dit, si effectivement c'est pas con, ce nom se retiendra et on l'a gardé. Ouais. Même Alain Ducasse, qui était passé peu de temps après notre création, il m'avait demandé, mais pourquoi Wesh Gros ? J'ai expliqué, vous savez, Wesh Gros, Wesh Gros, quoi, les quartiers. Il dit, les wesh. Voilà, donc on a gardé ce nom-là et voilà le contexte. Alors, pour l'anecdote, effectivement, c'est pas très sexy l'endroit où on va chercher les cagettes. C'est dans son jus. Ah ouais, c'est dans un parking. Moi, en fait, c'est pas moi qui suis allée, c'est mon mari qui m'a dit, mais toi, tu y serais allé, t'aurais flippé ta mère quand même. Ouais, c'est la réputation du quartier. En vrai, c'est une bonne réputation pour la chapelle. C'est très quali et les produits sont sublimes, mais voilà. On sait que ça, c'est un petit sujet, c'est le site un peu dans son jus, même si on s'y habituait, même si on a reçu tellement de chefs là-bas, ils étaient assez peu choqués, sauf que les cuisines sont assez cliniques en général. Donc là, le nouveau parking qu'on ouvre là, qui est avec des champignons, lui, il est très clean, c'est presque... c'est propre, c'est très propre. Donc oui, il y a cette différence-là, mais ce qui va bien avec le quartier finalement, et puis... ça n'empêche pas d'y aller. Et puis tu fais livrer surtout. On fait livrer, effectivement, on ne vient pas là-bas. Mais effectivement, ce quartier nord de Paris, Port-de-la-Chapelle, les seringues se ramassent à l'appel, comme disait la chanson, eh bien, à mauvaise réputation. Donc ça ne joue pas. On serait dans le 16e avec le même parking, je pense que ce serait peut-être plus moins bien coté. Moins mal coté. Non, mais par contre, c'est scotchant, toutes les lumières, toutes les cages. Ouais, ça, c'est leur sol, on peut en reparler après. On fait aussi de la terre, de l'extérieur, maraîchage paysan, sur sol vivant. On a fait les deux d'ailleurs, on a les deux types de cultures. Et ça, c'est où le maraîchage paysan ? Alors, la première ferme qu'on a ouverte, c'était pendant le Covid, c'est assez génial. Premier Covid, mars 2019, je crois. Sur les toits du centre commercial Beaugrenelle, on a les deux toitures, ça fait 1 hectare. Voilà. Donc, c'est un peu le yin et yang avec le port de la Chapelle. Tu vois, là, c'est les riches là-bas. C'est la rive gauche. On est quasiment près de la Tour Eiffel, dans les beaux quartiers. Et ça faisait marrer de faire de la terre dans les quartiers un peu comme ça. Et le port de la Chapelle, du hors-sol, ça faisait la balance. Voilà. Et puis, c'était de l'extérieur. Donc là, on est avec le vent, les éléments, les goélands. Donc là, c'est Mais aussi... il est poétique, le Laurent. Très poétique à lundi matin. C'était vachement... On parlera peut-être de ça après, mais ça les deux types de cultures. C'était un vrai apprentissage et de voir les forces et les avantages et les difficultés de l'autre. Vachement intéressant de le faire. Super. La terre aussi, on l'a à Saint-Ouen, sur Seine, la nouvelle ferme qu'on a ouverte au printemps. Et qui va s'appeler, ou qui s'appelle ? Qui s'appelle Summer of Love. Summer, celui qui s'aime, bien sûr. C'est une ferme en terre, à l'extérieur, en hectare. On y fait des herbes, des fleurs comestibles et des petits légumes maintenant. Ça complète les micro-pousses, les autres produits que l'on fait. Très bien. Merci beaucoup pour la genèse. Très bien. Géraldine, alors toi, tu es photographe. Oui. De très belles images. Alors, c'est vrai que ça pourrait t'inspirer aussi, toutes ces couleurs de fleurs comestibles et de micro-pousses qui sont à la fois très, très verts, rouges, violets. Qu'est-ce qui a été le déclic, toi, pour te lancer en tant qu'indépendante ? J'ai ce modèle à la maison. Mes parents sont libéraux. Donc, ils travaillent ensemble. Mon père est architecte. Ma mère travaille avec lui pour tout ce qui est gestion d'entreprise, comptabilité. Donc, en fait, après mes études, j'avais le choix, après mon diplôme, de soit poursuivre mes études. Quelles études ? J'ai fait une licence d'anglais avec une orientation très média. Et après un master, comment ils appelaient ça ? Master média et communication. Et en fait, de la photographie, donc c'est purement, je suis autodidacte. J'ai rien appris de manière scolaire en photo. Et en fait, une fois mon diplôme... Mais par contre, je voulais vraiment faire ça. Et en fait, après mon diplôme de master, du coup, j'avais le choix de faire soit un master 2, soit intégrer une agence de com, soit postuler quelque part. Et comme j'ai jamais été très, très bonne pour me vendre, faire un CV, des lettres de motivation, etc. Enfin, j'avais une flemme aussi monumentale de ça. Et que j'avais commencé aussi à me faire un petit réseau de chefs, parce que c'est déjà un domaine aussi qui m'intéressait beaucoup à capturer. Mes parents m'ont dit, lance-toi et si tu veux, et tu vois si ça marche ou pas. Et c'est bien. Et au pire, c'est pas grave. Déjà. Oui. De cette manière-là. Oui. Donc ma mère m'a vraiment aidée à créer ma société.
Et j'avais vraiment ce modèle-là de si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et cette phrase-là, même encore aujourd'hui, ça fait 10 ans, je l'ai toujours. Et je me la dis toujours, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, on rebondit toujours, etc. Et du coup, voilà, je me suis lancée en indépendante de cette manière-là. Où en fait, ça, c'était il y a combien de temps ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais. Donc tu dis autodidacte. Et comment tu définirais ta signature, en fait, photographique ? Je l'ai construite. Déjà, en 10 ans, je l'ai plutôt affinée. Mais je l'avais avant. Je pense que j'ai toujours le même regard. Parce que j'ai commencé la photo, c'était mon père qui m'a transmis cette passion-là. Lui, il a toujours fait de la photo quand il était... il a commencé quand il était jeune, avec un argentique. Et après, il est passé au numérique. Et donc, il m'a transmis ça. Il m'a pas transmis l'argentique. Je l'ai appris... je l'apprends. Là, je l'apprends. Je lui ai absolument piqué son Leica qui était complètement inutilisé sur une étagère. Donc, je dis, je le prends avec moi et j'essaye. Mais en tout cas, il m'a transmis la photo numérique. Et assez tôt, je crois que je devais être au collège, lycée. Et au lycée, je m'en servais vraiment comme moyen d'expression. Donc, j'ai fait bac littéraire avec option et spécialité art. Et je ne faisais que de la photo, ce qui énervait un peu mon prof, parce qu'il voulait que j'explore d'autres formes d'art. Et j'avais... je sais pas pourquoi, bref, peut-être de mon caractère, mais en tout cas, j'explorais vraiment tout ce qui était très, très sombre dans la photo. Petit côté un peu... peut-être que j'étais un peu influencée par les cours de littérature, clean, etc., des Baudelaire, mais du coup, j'explorais vraiment tout ce qui était contrastes. Les fleurs du mal en photo, quoi. Ouais, un peu ça. Okay. Donc voilà, tout ce qui est un peu l'école, comme on dit, l'école hollandaise. Voilà, j'ai toujours eu une sensibilité sur cet art-là, ce courant. Et en fait, je demandais pour mes projets d'art plastique à ma sœur, mon frère, des copains de poser. C'était super compliqué. Du coup, je me dis, les portraits, c'est pas pour moi. Donc, et en fait, en parallèle, je commençais à suivre toutes les émissions, Top Chef, beaucoup Le Meilleur Pâtissier. Et comme à la maison, le repas est assez... central dans la famille. Cuisiner, pas forcément aller au restaurant, mais plutôt cuisiner, ça a toujours été... quelque chose d'assez important, de se retrouver tous les 5 à table. C'est mon père qui cuisine. Ma maman cuisine bien aussi, mais mon père, il aime vraiment ça. C'est son échappatoire de cuisiner. Mais il a toujours fait du salé. Et moi, j'étais très bec sucré quand j'étais plus jeune. J'avoue, je ne le suis plus. Enfin, moi, en tout cas. Et je me suis dit, mais mince, on mange très bien à la maison, mais on n'a personne dans la famille qui va faire les desserts, les gâteaux, etc. Donc, je me suis... attribuer ce rôle de commencer à faire des gourmandises pour des anniversaires, les goûters. Donc, j'ai commencé à faire des recettes de cookies, des basiques, des cookies, gâteaux au chocolat, etc. Et en fait, j'ai commencé à les prendre en photo plus pour me souvenir, me dire, tiens, j'ai fait cette recette, je me souviens. Mais après, j'ai commencé à trouver des angles un peu flatteurs. Et à prendre du plaisir, du coup, à les regarder autrement. Exactement. Et en plus, il y avait toutes ces émissions-là à la télé, donc je combinais un peu ces deux passions-là de j'ai un appareil photo, j'aime faire des gâteaux, je prends photo des gâteaux. Et c'est un peu démarré comme ça, on va dire. Ok, merci beaucoup. Candice, alors on parle de noms quand même qui sont très jolis à trouver. Alors Wesh Gros, j'adore, mais alors Coup de foudre, franchement, pareil, très très bien trouvé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Coup de foudre ? Je pense que ce qui m'a donné envie de créer Coup de foudre, ça vient déjà de l'enfance avec, et on se rejoint, vraiment un goût pour la cuisine depuis toute petite, en famille. Et puis après, des découvertes gastronomiques en voyageant. Et puis quand même... une activité de testeuse de restaurant depuis 6 ans qui, du coup, m'a bien occupée ces dernières années. Et en fait, on me demandait tous les jours si je pouvais aider à trouver une recommandation dans tel quartier pour tel budget, pour un anniversaire ou autre chose. Donc, j'étais un peu la référente de mon entourage, famille, amis et cercle qui s'étendait de plus en plus sur ces recommandations-là. C'est un peu venu comme ça, comme une évidence, et j'ai vraiment eu envie de créer un guide, en fait, du coup le guide Coup de foudre, avec 2 O, du coup, pour ce jeu de mots, et en fait, pour référencer ces bonnes adresses découvertes au fur et à mesure des années.
C'était des adresses de confiance par une locale parisienne. J'ai toujours grandi à Paris et vécu à Paris, à part pas mal de voyages qui m'ont aussi fait découvrir plein de choses. Et aussi cette volonté, du coup, de mettre en avant des restaurateurs qui valent le détour, qui sont pas forcément connus et qu'on voit partout. Et ces restaurateurs-là, voilà, ils ont pas un métier, c'est un métier passion, mais c'est pas un métier si simple. Je confirme. Voilà, et du coup, d'avoir aussi, suite à des discussions avec ces restaurateurs, d'avoir envie de les aider sur, d'obtenir un trafic plutôt de manière Sur récurrente. leur visibilité, C'est leur ça. notoriété. Ouais. Et donc, je me suis dit, de la part d'une cible touristique, d'où le mot food, c'est quelque chose qu'on peut travailler de manière récurrente. Et du coup, j'ai aussi beaucoup discuté avec des personnes dans le domaine de l'hôtellerie qui, eux, avaient besoin d'apporter un service supplémentaire aux touristes qui résidaient, qui venaient en visite à Paris. Et d'un dernier côté, et c'est donc ces 3 entités qui font Coup de Foudre, des touristes qui n'avaient pas envie de se retrouver dans des attrapes touristes et qui s'étaient totalement perdus parmi 17 000 restos parisiens. Donc voilà, j'ai eu envie de créer Coup de Foudre pour créer ce guide qui aide ces 3 entités, à la fois restaurateurs, prescripteurs hôteliers, touristes. Et tu me disais que tu travaillais de plus en plus avec les ambassades. Exactement, les ambassades aussi pour effectivement organiser en fait des déjeuners et des dîners exclusifs. Donc j'organise notamment pour une très belle ambassade 4 fois par mois des déjeuners et des dîners exclusifs dans des restaurants partenaires Coup de Foudre pour en fait faire vivre des expériences au restaurant. Et on pourra en parler un peu plus tard. Bien sûr. Et moi, j'ai eu la chance d'être ton plus sain Ouais. dans une dégustation. C'était très agréable. Oh, Virginie, tu viens, j'ai un restaurant à tester. Ok, pas de problème. Avec grand C'est plaisir. très sympa. Merci beaucoup. Marie, alors, qu'est-ce qui t'a personnellement amené, toi, à t'engager dans l'aide alimentaire et à prendre la direction de l'association Ernest ? Je pense beaucoup de raisons. La première, c'est que j'ai rencontré la fondatrice de Ernest pendant mes études, lorsque j'étais en thèse, et je faisais une recherche-action au service du Premier ministre. Et j'ai rencontré Eva Jourena, qui travaillait avec moi sur des gros projets de plusieurs milliards d'euros d'aide au développement. Donc, c'était des projets très lointains, sur des pays lointains, avec beaucoup de reporting, des milliards d'euros utilisés, notamment pour de l'ingénierie financière, des choses très déconnectées du réel. Et moi, j'avais une approche assez critique dans ma thèse, et elle avait une approche assez critique sur ce qu'on faisait. Et elle a réussi à se dire, moi, je veux faire quelque chose de très, très local, tout petit, de proximité, qui a du sens. Et c'est là qu'elle a créé Ernest. Et avec une bande de copains, dont je faisais partie, et elle a créé une idée complètement folle, je trouve. Aujourd'hui, je suis encore épatée qu'elle ait eu cette idée. C'est d'aller voir les restaurants et de leur demander de majorer de 50 centimes leur addition et de prendre cet argent pour faire de l'aide alimentaire dans le même quartier. Donc, quelque chose d'assez simple dans l'idée, où les gens peuvent voir directement l'action. Ils comprennent tout de suite que ça va avoir un impact sur quelqu'un, que ça va leur permettre, en mangeant au restaurant, de financer le repas d'un autre. Cette idée, elle était assez novatrice à l'époque. Il n'y avait pas encore le micro-don, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle un peu cette idée de charité et d'entrepreneuriat. Cette idée-là a très bien marché. La première collecte qu'on a fait a permis de collecter 40 000 euros sur Paris, donc c'était génial. Il y a eu une fête au Belvédère de Belleville pour fêter ça, et ça c'est devenu un festival culinaire. Et depuis, donc c'était il y a 10 ans, depuis chaque année on fait un festival culinaire et on continue ces collectes dans les restaurants de pour manger. Ça m'avait épatée parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs et en même temps j'ai fait cette thèse en me disant, une thèse de sciences politiques et d'économie, pour savoir si un jour j'avais les pleins pouvoirs, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je ferais ? C'est une vraie question. Quelles sont les politiques publiques qu'il faut mettre en avant pour avoir de l'impact? Et je trouvais que cette idée-là était très intelligente dans le sens qu'elle permettait de créer de la richesse via les restaurateurs et en même temps de la redistribuer immédiatement. Les ruissellements. Là, c'était un ruissellement, c'était une réorientation et c'était presque de l'irrigation un petit peu, ce travail de la terre, pour ceux qui ont déjà eu un potager, de savoir que quand on met le tuyau d'eau au bout du jardin et après on va faire ruisseler d'une certaine manière, mais d'une manière voulue et intentionnelle. Et cette idée-là était très intéressante. Et moi, mon apport dans cette association à l'époque, c'était de dire,
il faudrait en plus que l'argent qu'on utilise pour faire l'aide alimentaire soit aussi génératrice de vertus. Et donc, du coup, on a commencé à acheter des légumes bio dans un jardin d'insertion à Sevran, les jardins du Pont Blanc de Aurore. Et on a distribué directement ces légumes dans des centres sociaux pour les personnes qui avaient besoin d'aide alimentaire. Et c'était un petit peu le principe d'une AMAP, mais gratuite pour l'aide alimentaire. Là aussi, c'était une idée un peu rustique, un peu basique, de dire ça coûtera moins cher d'acheter des légumes et de les faire cuisiner par les personnes qui en ont besoin et qui savent comment le faire, notamment parfois des femmes seules, des seniors, des personnes qui sont capables de faire des grands repas de famille, mais qui ont la compétence, mais qui n'ont pas forcément accès à des bons produits. Et moi, c'était un petit peu une obsession de dire que l'aide alimentaire devait être digne. C'est probablement lié à... mes parents étaient entrepreneurs, mais on a eu des coups durs aussi. Et donc, je sais aussi ce que c'est de ne pas choisir son alimentation. Et donc, du coup, de se dire la dignité passe par le choix des produits qu'on va donner à ses enfants. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et quand Eva, au bout de quelques années où elle prenait en charge l'association seule, avec beaucoup de courage, quand elle m'a demandé de rejoindre le projet, c'était ça, moi, qui me motivait. Et de se dire, on peut faire une aide alimentaire de qualité. Petit à petit, elle a eu le projet d'ouvrir un restaurant. Donc, elle est partie d'Ernest pour ouvrir un premier restaurant. Et c'était probablement un prémisse de quelque chose qui va faire ce qu'est Ernest aujourd'hui, c'est-à-dire de lier l'entrepreneuriat avec une association. Là aussi, elle a ouvert une porte et aujourd'hui, elle a un restaurant qui marche très bien au Pays Basque, qui a eu un prix fooding il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et nous, de notre côté, en tant qu'association, on s'est dit on veut créer quelque chose de collectif. C'était logique dans une association d'avoir des bénévoles, d'avoir un conseil d'administration bénévole, de prendre des décisions en commun, de créer de l'horizontalité. C'était un petit peu la step d'après. Et c'était avec ça, moi, que je suis arrivée dans cette association qui existait déjà, qui avait déjà une très belle identité, notamment une identité graphique. Je pense que les gens connaissent Ernest par ses couleurs colorées. Il y a eu beaucoup de graphistes qui ont fait beaucoup d'illustrations au démarrage. On a aussi eu des belles photos, des belles vidéos. Donc, il y avait cette idée qu'on pouvait faire une aide alimentaire digne, belle. Ça, c'est très important pour nous. Bonne, saine et aussi fun avec les festivals. Oui, pas dans le misérabilisme, en fait. Oui, je pense que vous ne verrez jamais la photo d'un seul bénéficiaire dans la communication d'Ernest. Ça n'arrivera pas. Par contre, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a des chefs extraordinaires, très talentueux, très engagés par ailleurs, qui acceptent de nous aider, et qu'il y a des centaines de bénévoles très investis pour faire avec nous ces festivals au tout démarrage. Et du coup, quand je suis arrivée, moi, j'avais vraiment cette envie je sortais d'une thèse, donc très solitaire, de travail de recherche, c'est extrêmement solitaire. Et je crois que moi, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir une grande équipe autour de moi. Et donc, mon vœu a été exaucé un peu vite. Il y a eu le Covid après. Oui, donc le collectif a été un peu remis en cause. Non, justement, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. On est passé de 5 bénévoles pour cuisiner dans des petites cuisines, 75 repas, à cuisiner 1000 repas par jour avec 24 bénévoles, des chefs incroyables. Et ça, pendant 1 an et demi, en 6/7. Donc, il faut faire attention à ce qu'on souhaite, mais ça a été une période assez extraordinaire. Effervescente, oui. Effervescente, c'est-à-dire que là, Ernest s'est complètement décuplé. On a fait 200 000 repas sur cette période. À la fois parce qu'on avait beaucoup d'invendus. En fait, le marché était complètement déstructuré. Donc, on avait des fois des palettes de saumon fumé, des palettes d'aubergines, des palettes de burrata qui nous arrivaient. À la fois parce que nous, on était une association très jeune, jeune dans le sens une population très jeune. Beaucoup de chefs qui étaient à l'arrêt à cause du Covid et du coup qui venaient cuisiner avec nous. On a eu accès aussi à des très grandes cuisines magnifiques comme l'Oratoire, le Dôme du Marais, la Rotonde Stalingrad, des très très grandes cuisines et magnifiques dans lesquelles on a cuisiné qui étaient superbes. Il y avait beaucoup de bénévoles qui savaient juste éplucher une carotte, mais on a aussi Manon Fleury, avec qui Géraldine travaille beaucoup, qui est arrivée dès le 2e jour. Et elle a cuisiné 200 kilos de pigeons, il faut le faire. C'est une expérience incroyable à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est énorme, c'est beaucoup trop, 200 kilos d'un coup. Mais ça correspondait aussi à un besoin, parce que les associations, et ça je ne le savais pas, je l'ai découvert au moment du Covid, les associations d'aide alimentaire sont principalement composées de bénévoles seniors à la retraite. Ça fait sens, ils ont le temps. Mais ce n'est pas quelque chose que je savais. Et c'était une population fragile qui ne pouvait plus faire l'aide alimentaire. Les besoins, en plus, ont explosé à cette période-là. Et donc, du coup, nous, on s'est trouvés en capacité de faire toute cette aide alimentaire. Et c'est là qu'Ernest s'est structuré autour d'un vrai collectif. Et donc, ce vœu
d'avoir ce collectif s'est réalisé d'une certaine manière, dans un climat bien sûr d'urgence et précaire. Et là-dessus, j'ai été épaulée par à la fois des services civiques, un conseil d'administration incroyable, et notamment Joséphine, mon ancienne binôme, qui nous a permis vraiment de passer de 0 à 1000 bénévoles. Donc un peu Joséphine Ange Gardien, en fait. Ah oui, c'est mon ange gardien. C'était plus fort Tout que moi. à fait. Donc Joséphine, qui est une personne absolument extraordinaire, qui a eu un passé dans la com et qui a réussi à nous aider à structurer tout ça et à accueillir tous les bénévoles à bras ouverts et cette charge de travail. Et à la fin de ce confinement, lorsque les cuisines n'étaient pas disponibles, que l'activité reprenait, fort heureusement, qu'il y avait un peu moins de chefs bénévoles et surtout plus de lieux où faire cette aide alimentaire. On a toujours continué les colis alimentaires, mais pour ça, on n'avait pas besoin de lieu. On a toujours continué la collecte dans les restaurants. Ça continuait, mais il nous fallait un lieu. Et donc, on a construit nous-mêmes une cuisine dans un tiers-lieu, dans le jardin d'un tiers-lieu. Et donc, on a littéralement construit 2 petites tiny houses en bois. On a allé récupérer des plaques en inox dans des chantiers de démolition de cuisine collective. Un four géant. On a dû démonter une façade pour le faire rentrer, tellement il était immense. Et on a construit cette cuisine avec des bénévoles. Et là, ça a été aussi une deuxième expérience extraordinaire, après le Covid, de voir tous ces gens mobilisés, une nouvelle fois, de pouvoir construire dans un si peu de temps notre propre cuisine. Et pendant 2 ans, on a fait à la fois l'aide alimentaire dans cet endroit, et on a expérimenté pour la première fois Ernest Restauration, entre guillemets. Et donc, du coup, là, on vendait beaucoup de bière, j'avoue. Ça a aidé énormément au modèle économique, parce que c'était un lieu de teuf. Les gens connaissent le sample à Porte de Bagnolet parce qu'ils ont dansé sur de la techno, je pense, la plupart. Mais on a fait aussi des résidences culinaires avec des superbes chefs, Minou Sabahi, Julie de Dame Jeanne. Voilà, on a reçu des chefs, des top chefs dans cet endroit, donc c'était assez contrasté, on va dire, comme la photographie de Géraldine. Riche, hyper riche. Et extrêmement riche. Et ça nous a permis de tester notre premier modèle, de se dire, on va créer une activité avec les mêmes contraintes qu'une entreprise classique, à savoir on paye les mêmes impôts, on doit embaucher, on paye la même chose à l'URSSAF, etc. Nous, on continue à acheter en bio et en circuit court, parce qu'on essaye quand même de donner aux gens qui payent la même qualité que ce qu'on fait dans l'aide alimentaire, et de réussir ce pari-là les 2 premières années. Donc du coup, on s'est dit, allez, banco, on continue. Quand on a dû partir, parce que c'était un lieu temporaire, quand on a dû partir, on a pris un vrai lieu. Donc là, on a une vraie maison qui est à nous, avec un bail commercial. Donc c'est chez nous. Et on a investi 200 000 € grâce notamment aussi à la mairie de Paris, qui nous a beaucoup aidé sur la direction de l'alimentation durable, qui ont investi beaucoup dans le matériel. Et on a une cuisine qui nous permet à la fois de faire de l'aide alimentaire, donc on fait jusqu'à 900 repas d'un coup pour l'aide alimentaire, et à la fois d'être un restaurant, on va dire, bistronomique, qui accueille tout le monde. On essaye d'avoir une bistronomie qui reste accessible financièrement. On a un entrée-plat dessert à 23 €, toujours en légumes 100% bio, avec une cuisine à la fois assez simple, dans le sens où nous, on part du principe que si les produits sont bons, on peut les travailler, on peut les twister, mais il n'y a pas forcément besoin de mettre de la truffe dans tous les produits, de mettre une viande, mettre 500 grammes de bœuf pour qu'un plat soit intéressant. Et on a une approche très gourmande aussi. Donc, on a cet entrée-plat dessert le midi et le soir des assiettes à partager avec un bon vin nature, une bière artisanale, Bap qui est brassée localement. On a aussi toute une approche sur le sans-alcool avec des mocktails et qu'on fait nous-mêmes, etc. Donc, on a un restaurant très classique, très, très parisien, on va pas se mentir. Et c'est très bon. Et merci. Et donc, du coup, on a cette approche très classique de restauration qu'on a appris, sur lequel on a fait pas mal d'erreurs, on a fait beaucoup d'apprentissage. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a notre lieu qui est ouvert en 6/7 avec un brunch. Je vous dis, on est parisien classique. Mais ce lieu, il est complètement alternatif par rapport au reste de la restauration, dans le sens où, bien sûr, il finance l'aide alimentaire. On a des contraintes qu'on s'est mis nous-mêmes encore plus élevées que, je pense, la plupart des restaurants, parce que on est très peu nombreux à faire vraiment du 100% bio sur les légumes. On a une approche managériale qui est assez différente de la plupart des restaurants, dans le sens où déjà on est en égalité salariale. Donc ça, je crois qu'on est les seuls. Donc si vous connaissez d'autres restaurants qui le font, je suis très intéressée de dialoguer avec eux. Mais de la directrice, donc moi, à notre plongeur, on est payés tous pareil, sur le salaire médian. Et ça, c'était quelque chose de politique qu'on voulait faire, parce que dans la restauration, on a aujourd'hui un grand écart. On a parlé tout à l'heure des émissions Top Chef,
le meilleur pâtissier, on a quelque chose de à la fois très starifié, d'un côté, et de l'autre, on a quelque chose dans la réalité concrète de la plupart des restaurants, de très, j'allais dire, de très dur. Dans le sens où, en fait, c'est un métier très dur, avec des conditions de travail qui peuvent être parfois complètement proches de l'exploitation ou de la violence. Donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ça, grâce notamment à des associations comme Bondir ou des livres comme celui de Nora Boazouani. Et nous, on voulait essayer, je ne dis pas qu'on y arrive à 100%, je ne dis pas que tout est parfait chez nous, mais on voulait essayer de casser ça. Et moi, ayant travaillé dans la restauration pendant toutes mes études, donc jusqu'au doctorat, donc autant vous dire que j'en ai fait des saisons, c'était impossible pour moi d'imaginer manager comme j'ai vu la restauration travailler et être de la réalité. Donc on a essayé autre chose, donc à travers le salaire médian, je l'ai dit. Au début, on a essayé d'ouvrir sans coupure. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas possible. On fait quelque chose de complètement dingue pour le milieu de la restauration, c'est qu'on respecte le code du travail. On fait des contrats de 39 heures et non pas de 44, et on paye chaque heure supplémentaire, ce qui dissuade très vite de faire des heures supplémentaires à tout le monde et de leur faire des 55 heures et de les épuiser physiquement. Alors encore une fois, ça marche pas à tous les coups. Ce samedi, par exemple, ma chef, elle a fait presque une journée continue parce qu'en fait, il y a eu trop de monde. Elle a voulu tester un nouveau menu. Finalement, ça marchait pas et ça demandait beaucoup plus de mise en place que ce qu'elle avait pensé. Et donc, du coup, elle se retrouve avec moi en commis qui n'était pas très efficace, mais pour l'aider. Et donc, on n'y arrive pas à 100%, mais on a cette volonté politique très, très forte de faire un restaurant autrement. Et pour l'instant, ça marche, je touche du bois. Donc, à la fois, c'est bon dans l'assiette. On a eu pas mal de très bons commentaires. On a eu quelques presses à l'ouverture, notamment aussi parce qu'on a fait pas mal de résidences de chefs. Comme nous, c'est notre habitude de travailler avec des jeunes chefs. Et aujourd'hui, on a une équipe très structurée avec notre chef, Maddalena Spagnolo, qui s'occupe du management de toute l'équipe. On a un manager de salle, pareil, qui s'occupe de toute l'équipe. Et on a pu ouvrir, il y a 6 mois, un deuxième restaurant. Donc, c'était une nouvelle étape. Ce deuxième restaurant, on a pu l'ouvrir grâce à une mise à disposition de l'hôtel Babel, de son restaurant en dessous de son hôtel. Donc, c'est un lieu magnifiquement décoré, très chic. Alors là, très loin de notre restaurant dans le 19e, qui va être plus avec des objets chinés, on a fait de la déco nous-mêmes. Donc c'est très associatif comme lieu. C'est très coloré et très, très joyeux. Et là, on se retrouve dans un deuxième lieu qui va être un peu un écrin autour du voyage. Parce que l'hôtel s'appelle Babel, l'hôtel Babel, et qui est implanté à Belleville, et donc qui est très beau dans cette façon de voir son implantation dans un quartier qui est à la fois populaire, qui s'est extrêmement gentrifié, mais avec toute la richesse de toutes les cultures de ce quartier. Et nous, quand on a passé la porte, ce que je disais à Laurent avant le début de l'émission, quand on a ouvert la porte, on s'est dit, ce lieu, il doit être partagé. Et on a immédiatement proposé à la cuisine de Souad de venir avec nous. Et donc, la cuisine de Souad, qui fait de la cuisine végane marocaine très atypique, fait le midi. Et nous, on s'occupe du soir et on continue dans notre démarche d'avoir des bons produits. Et cette fois-ci, notre chef, Maddalena Spagnolo, a souhaité faire une carte végétarienne, différente donc du 19e, et de proposer un menu dégustation. Donc, on s'est dit, allez, on va un cran en plus dans notre système le plus vertueux possible. Donc, ça passe aussi par, on le croit, végétaliser les assiettes. Et donc, là, on a toujours les mêmes engagements. Bien sûr, ça finance l'aide alimentaire. Les vins sont toujours nature. La bière est toujours artisanale. Et on essaye toujours de faire fonctionner ça avec une équipe de la manière la plus collective possible, la plus vertueuse possible. Ce qui est beau chez Ernest, c'est que dans les deux restaurants, même si c'est un modèle alternatif, ça se voit pas. Quand t'es client, tu vas là-bas, t'es bien, c'est un restaurant, les gens sont sympas, on mange bien. Et donc, tout ce que tu donnes comme engagement là se voit pas. C'est que ça invisibilise cette idée d'être alternatif. Et ça, c'est une vraie prouesse, je trouve. C'est que c'est pas un tiers-lieu, c'est un vrai resto, à chaque fois, avec des vrais gens, des vrais cuistots, des vraies bouffes. Et ça, c'est assez beau aussi que tu arrives à faire un truc comme ça qui soit pas trop marqué, justement, dans son engagement. Moi, j'apprécie vachement ça. Merci. Ça fait super plaisir comme retour, parce que c'est vraiment le principe, c'est de se dire cuisiner, c'est politique, et de se dire que cette alternative, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit agréable, il faut qu'elle soit plaisante.
Et c'est de se dire que ce changement, il doit plaire à tout le monde, aux employés comme aux clients. Merci beaucoup, Marie. Géraldine, alors toi, justement, tu travailles beaucoup avec des chefs, donc chefs, maisons d'édition, marques, festivals gastronomiques. Comment tu abordes justement cette collaboration avec ces experts passionnés, tout aussi passionnés que toi et tout aussi experts que toi? Alors moi, je travaille beaucoup à l'instinct et au relationnel. Il faut qu'on s'entende bien. Humainement, avant de travailler ensemble, il faut que deux univers se rencontrent. Donc pour moi, c'est super intéressant et très important, surtout avant chaque shooting, avant chaque collaboration, qu'on se rencontre. Et la plupart de mes clients, j'ai la chance en tout cas ça fait longtemps qu'on se connaît. Il y a toujours des nouveaux, nouvelles personnes qui veulent, avec qui je travaille et de manière. Qui veulent travailler avec toi. Tu as le droit de le dire aussi. Oui. Bah oui. Mais ça reste, c'est quand même un petit milieu. J'ai l'impression où il y a tout le monde se connaît, donc tout le monde se recommande, etc. Donc ça se fait avec les gens de talent, tu sais. Sinon, il n'y a pas de reco. Voilà. Oui. Bon. Bah oui. En tout cas, voilà, c'est vrai que souvent, il y a d'abord un rapport humain, des présentations humaines qui se font, et je pense que chaque shooting, en tout cas, commence par ça. Par d'abord, on se rencontre, on se présente et on voit si le feeling. Donc ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient te voir en disant je veux que tu photographies mes œuvres. Oui. Et à l'inverse, toi, tu peux aller solliciter les gens en disant j'ai envie de rentrer dans ton univers avec mon appareil. Je sais pas faire ça. Ah d'accord, on va apprendre. On va apprendre, je sais pas démarcher, ça j'avoue. Je touche du bois, ça a toujours été des recommandations où des personnes me contactent. Mais après voilà, il y a un échange, mais moi j'avoue, j'ai jamais toqué à la porte de quelqu'un. Et c'est quoi par exemple ton dernier projet? Alors, puisse rentrer dans ton univers. Oui, mon dernier projet, alors il y a des projets sur du long terme, moyen terme plutôt, donc les livres de recettes. Donc j'en ai toujours au moins deux par an. Et après, c'est des shootings un peu plus ponctuels. Majoritairement, mes shootings ont pour destination la communication d'un lieu, que ça soit une pâtisserie, un restaurant. Donc sur le digital, après, ça part sur les réseaux? Oui, site internet, digital, et aussi besoin pour la presse, communiqué de presse, articles de presse, etc. Donc c'est de la banque d'images, qui est renouvelée assez souvent. Donc plus ou moins tous les mois, je revois les mêmes personnes. Tous les 2-3 mois, je revois les mêmes personnes pour alimenter toujours les nouveautés. Bien sûr. Surprendre en permanence. Oui, voilà. Donc là, on a fini tout ce qui est Noël. On a terminé, ça y est. Et donc, je pense que les prochains shootings, pour les pâtis notamment, ça sera alors la galette pour les retardataires, mais il y en a qui parlent déjà de Pâques. Donc, ah ouais. C'est ça, de toute façon, il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage, ouais. Et sur le long terme, le projet qui t'a le plus enthousiasmé? Sans après faire de concurrence les uns avec les autres, mais celui dont tu te souviens. C'est un projet plus personnel. Ah mais bien sûr. Ouais, j'ai exposé ma première expo photo dans une galerie. Et bravo. Merci. Ça s'est passé en septembre, début septembre à Marseille. Ça me semblait logique pour une première fois d'exposer dans ma ville natale. Et ça m'a pris énormément de temps versus les shootings dont j'ai l'habitude de faire, parce que je pense que je suis très rodée et je travaille avec les mêmes personnes. Donc, j'ai des automatismes, que ça soit dans la prise de vue ou alors dans la post-production. Ça me semble très simple. Mais alors là, pour le coup, cette expo, non, elle m'a semblé... ça a duré une... Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est très bien passé. Il y a eu du monde. Il y a eu du monde. Tu as vendu? C'était pas l'objectif. C'était juste te faire kiffer, en fait. Oui. Voilà, donc important. il y en aura d'autres, peut-être avec des objectifs différents que cette première fois, mais c'était pas l'objectif de cette Et il y avait première. combien de photos? Il y en avait 24, si je dis pas de bêtises. Je travaille par triptyque. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai convié... en fait, je travaille par triptyque. Il y a 3 photos par invité. Et cette exposition, ce projet personnel, c'est vraiment aussi pour mettre en avant les personnes avec qui je collabore toute l'année. Et aussi de les amener dans un univers plus artistique que culinaire, même si la cuisine, c'est forcément, ça a une forme d'art. Mais très souvent, moi, dans la photographie que je fais au quotidien, ce sont des commandes. Donc, et quand il s'agit en plus de commandes par des agences de communication, il y a
des codes à respecter dans la photographie, parce que pour que ça séduise un journaliste, pour qu'il utilise la photo, il ne faut pas que ça soit trop artistique. Donc, c'est vrai qu'on doit se mettre des petites contraintes sur la patte que l'on veut mettre, l'intention qu'on veut mettre. Donc, souvent, on peut se calmer sur ça pour que ça soit très consensuel. Donc là, voilà, l'idée, c'était de partir sur quelque chose de beaucoup plus artistique, avec comme élément premier, non pas de la peinture, mais voilà, du coup, mon thème, c'était sur le chocolat. Donc voilà, c'était donner aussi ce champ d'expression aux chefs, et pas que chefs d'ailleurs, d'exprimer un peu une texture avec du coup du chocolat comme sujet commun. Et l'idée, c'était voilà, de créer un nuancier de cette couleur avec des textures différentes. Et du coup, ils avaient 3 photos chacun. Un portrait qui n'est pas un portrait de chef, donc je ne voulais pas qu'il soit en veste et qui soit complètement hors décor de labo, de restaurant, pour pas qu'on mette d'étiquette justement. Oui, c'est une personne. C'est une personne, voilà. C'est une personne qui travaille une matière. Donc, il a le portrait, la texture et une création, parce que mine de rien, il faut quand même aussi les remettre dans leur contexte. Donc, il y avait aussi une création, mais complètement dénudée d'assiettes ou de contenants qui pourraient aussi les contraindre, entre guillemets. Donc, il y a 12 personnes, donc 3 fois 12. 36, pardon. Oui. Parce qu'au début, j'avais 24 photos, parce que je l'avais commencé avec 8 ans. J'en avais 24, maintenant j'en ai 36. Du coup, ça monte vite. Ouais. Merci beaucoup. Candice, alors justement, on parle beaucoup de restaurant, l'expérience du restaurant. Toi, donc selon toi et selon ton guide, qu'est-ce qui transforme un bon restaurant en une expérience inoubliable ? C'est une bonne question. Je pense que pour que ça devienne une expérience inoubliable, c'est un peu une combinaison de facteurs. Moi, mes 3 facteurs clés, c'est d'abord bien manger, une bonne qualité de nourriture. Et ensuite, en numéro 2, vraiment une expérience de service qui est particulière et où on sent que voilà, on nous apporte quelque chose de particulier. On est chouchouté. Voilà, on est chouchouté, on est comme à la maison, ou alors voilà, on a quelque chose qui fait que ça change et qu'on s'en souvient. Et puis aussi le cadre dans lequel ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de servir de la bonne nourriture, ça ne suffit plus. Donc, faut aller au-delà avec, du coup, oui, tout ce marché qui est en constant renouvellement, des ouvertures, malheureusement aussi des fermetures, mais ça veut dire qu'il faut rester up-to-date pour continuer à surprendre. Et on est dans un monde qui se lasse très vite de tout. Aussi qui est hyper connecté, donc c'est un challenge. Je pense que pour moi, c'est vraiment se différencier par un service, des attentions particulières. C'est ce que j'ai essayé de pousser vraiment avec les expériences pour que en fait chaque personne qui vient via Coup de Foot puisse avoir ce côté expérience dans un restaurant et que ce soit poussé à l'extrême et que ça devienne autre chose que la découverte tendance du moment parce que ça vient d'ouvrir et que ça fait que c'est de partout sur les réseaux. Ouais. Tu y vas vers ces adresses-là qui sont sur Instagram ? J'y vais plutôt en perso pour découvrir, mais c'est pas... Voilà, parce que c'est intéressant de se faire son avis. Exactement, aussi, la curiosité. Maintenant, c'est souvent pas celles qui me font chavirer. Et parce que on peut y aller une fois, après de là y retourner. Voilà, je pense qu'il faut autre chose pour que ça puisse devenir une de nos adresses chouchoutes. Et ça passe du coup par ce service, par ce cadre, par des personnes qu'on connaît qui nous mettent à l'aise, des discussions avec des chefs, une rencontre potentiellement de producteurs, des petits plus. Du coup, tu as combien de restaurants dans ton guide ? Actuellement, j'en ai 13 restaurants partenaires, du coup, avec lesquels, pour chacun de ces restaurants, on crée des expériences particulières. C'est une volonté de vraiment les sélectionner attentivement. Parce que du coup, ils correspondent à ces 3 critères que je parlais, donc de qualité de nourriture, de service et du coup de cadre. Et en plus de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, j'ai voulu du coup créer ces expériences-là avec chacun de ces restaurants. Donc il y a 13 expériences au restaurant, avec notamment... Oui, c'est ça. Donne-nous 2 exemples.
On en parlait juste avant, notamment une expérience auvergnate. J'ai des racines d'auvergnate, donc ça me tenait à cœur de mettre en avant un restaurant auvergnat qui est sur Paris. Moi, j'ai fait un aligot hier. Ah bah voilà. Et ben si tu vas dans ce restaurant qui s'appelle l'Ambassade d'Auvergne, pour ne pas les citer, en plein cœur de Paris, tu pourras filer toi-même ton aligot. L'expérience Coup de Foudre, c'est que j'autorise que ce soit les touristes, mais aussi les locaux ou une cible business. Là, je recevais un groupe de 20 personnes d'une entreprise où c'était leur dîner d'équipe. Et en fait, je les autorise à pousser les portes de la cuisine, ce qui est quand même pas super commun à Paris, vu aussi la taille des cuisines, la possibilité aussi niveau hygiène, etc. Mais là, voilà, ils ont l'autorisation, ils poussent les portes de la cuisine, ils rentrent dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont avec le chef. Il y a aussi toute la possibilité de discuter avec lui, d'avoir les ingrédients donc qui composent l'aligot, de la tome fraîche, etc., etc. Il y en a 2, non? Il y en a plusieurs même. Et du coup, cette discussion est avec le chef en live. Ils peuvent eux-mêmes filer l'aligot. Après, ils repartent à table déjeuner ou dîner. Et puis, à la fin de cette expérience, ils repartent aussi avec la recette pour pouvoir éventuellement essayer de le refaire à la maison ou chez eux quand ils sont à l'autre bout du monde. Super. Et une deuxième? Et une deuxième, originale, je dirais celle-ci, parce qu'elle vient d'une rencontre vraiment avec une personne très sympathique que j'ai rencontrée dans un club food dans lequel je suis. Et cette expérience, elle est assez extraordinaire parce que en fait, je les emmène à Chantilly, pas moi personnellement, mais grâce à l'expérience, parce que du coup, l'expérience a été créée dans le château de Chantilly. Il y a un restaurant dans le château qui s'appelle la Capitainerie et qui est en fait les anciennes cuisines Vatel. Et donc, c'est un lieu chargé d'histoire et c'est pour ça que j'aime bien aussi cette expérience-là, qui en plus fait voyager. Bon, après, Chantilly, c'est accessible depuis Paris assez facilement. Mais c'est l'Oise, quoi. C'est ouais. l'Oise. C'est quand même... Voilà, et puis je ne pouvais pas faire une expérience à Chantilly sans que ça tourne autour de la crème chantilly. Et donc forcément, du coup, cette expérience-là est axée sur la crème chantilly, avec la possibilité donc d'avoir une coupe de chantilly offerte et de repartir cette fois-ci avec une recette secrète des maîtres d'hôtel, des illustres maîtres d'hôtel qui sont passés par là depuis des années. Voilà. C'est génial. Super, merci beaucoup. Laurent, alors toi justement, est-ce que tu peux nous expliquer ta méthode de production par rapport à cet urbanisme agricole que tu mets en valeur, les espaces urbains que tu utilises et surtout comment tu arrives à trouver les restaurateurs qui te font confiance? Alors, sur la méthode de production, donc on en a 2. En fait, c'est la contrainte qui va faire la méthode, puisque quand on a commencé donc en ville, à Paris. À Paris, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup de terre, pas beaucoup de champs. Donc, et puis, le premier site qu'on a trouvé, c'est un ancien parking qui a été transformé dans un espace, on va dire un collectif d'entreprises qui tournent tout autour de la bouffe. Il y en a qui, dans ce parking, collectent chez les maraîchers locaux d'Île-de-France, rapatrient là-bas, groupent, et ensuite vont livrer les particuliers sous forme de colis. Il y a des cuisines, des traiteurs événementiels. Il y a We Arona qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps pour faire chic, dans les quartiers moins chics. On a un mec qui fait des glaçons transparents pour les palaces. Il y a des petits qui grillent des cacahuètes. Il y a des mecs qui fait de la poutargue. On a même eu un pêcheur. Mais tout ça dans le 18e, là, où tu es? Oui. Pendant le Covid, il y avait un pêcheur de mer du Nord, des Scandinaves, qui ramenait des oursins qui avaient un goût de jasmin incroyable. Ils avaient recréé l'univers de la mer dans le sous-sol. Donc, tu vois, avec pas tout qu'un ça, endroit... c'est insoupçonné. Là, c'est là. Donc là, ici, on a commencé par faire pousser des micro-pousses. Donc, en milieu contraint, il n'y a pas de soleil dans un parking, par définition. Il n'y a pas de terre. Du coup, on a fait ce qu'on appelle de l'agriculture verticale, hors sol, l'hydroponie en l'occurrence. Le principe, c'est d'apporter avec des LED horticoles la lumière. Donc, c'est des soleils. Et pas de terre, mais dans l'eau, on met des nutriments organiques qui vont aider à faire pousser les plantes. Sachant qu'on a commencé par de la micro-pousse. Pourquoi ? Parce que même si ce parking est grand, c'est pas une grande surface. Et donc les micro-pousses, lorsqu'on a peu d'espace pour viabiliser une exploitation, on a donc cherché des produits à forte valeur ajoutée. Donc moins d'espace, mais vendus plus cher au kilo, ce qui permettait d'avoir un truc qui est viable. Pour donner un exemple, en France, un hectare maraîcher, le revenu, c'est 30 000 € par hectare de chiffre d'affaires. Quand même pas beaucoup. Donc,
cette contrainte-là a fait qu'on a commencé par faire du hors-sol. Et puis aussi parce que pour faire ce type de production, les micro-pousses, le temps de croissance est petit et la différence qu'on fait de goût et de saveur qu'il y aurait si on le faisait en terre est très minime, voire n'existe pas. Donc ça collait bien. Seconde exploitation, la méthode, c'est l'extérieur. Donc là, on est en maraîchage classique, à savoir, on fait avec les éléments, donc le vent, le soleil, la pluie, le froid. Et là, on fait du sol paysan. Donc en gros, maraîchage vivant, on ne traite pas le sol, on ne laboure pas, on ne mécanise pas. Alors c'est facile lorsque c'est petit comme exploitation, mais en l'occurrence c'est ça, on fait ce qu'on appelle une culture de bio-intensif, même c'est pas, on n'a pas le label bio parce que c'est la terre apportée. Pour avoir le label bio, il faut que ce soit la pleine terre, en lien avec la roche-mère, même si on n'a pas d'entrants du tout, on n'a pas de pesticides, on n'a pas d'engrais chimiques, on traite le mildiou avec du lait et on enrichit le sol avec de la drèche de bière des brasseries parisiennes ou des brasseries de Saint-Ouen qui viennent nourrir le sol. On a sur Beaugrenelle par exemple, qui est en étage, chaque hiver, on monte 4 tonnes de paille à dos d'homme, comme des sherpas, et des clayettes comme ça, et on les grimpe. Donc on a les deux types de cultures, c'est intéressant parce que le hors-sol on peut produire à l'année, toute l'année, les variétés qu'on veut, on crée le climat, du coup on crée les conditions favorables de pousse d'une plante, la bonne irrigation, les bons nutriments, le bon soleil, la bonne température, la bonne hygrométrie. En extérieur, c'est la fragilité du modèle, c'est super, c'est la nature beau. qui décide. Exactement. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le fait de faire de l'extérieur nous rapproche d'une grande réalité qui est la difficulté de cultiver ou de produire du vivant. Tout le monde veut bien bouffer, tout le monde veut un maraîcher qui soit propre, engagé, c'est l'image d'Épinal un peu, mais personne ne veut s'y coller parce que c'est un métier qui est difficile et si aujourd'hui on ne voit pas de maraîcher qui soit très fortuné, c'est un métier dur parce que son revenu dépend aussi souvent d'un facteur qu'il ne maîtrise pas. Quand on entreprend, on aime bien tout maîtriser et là on dépend des éléments extérieurs. Et avec le dérèglement climatique, c'est vrai que ça complique encore un peu la tâche. On le voit par exemple lorsqu'on fait de l'extérieur, si en un mois de mai il ne fait pas très beau, au mois d'avril il fait encore froid, on va perdre un mois de récolte, donc un mois de chiffre d'affaires, ça fragilise l'exploitation, pareil si l'hiver arrive tôt. Là il y a eu la grêle, là, il y a eu 2 fois cette année, il y a eu la grêle. La ferme de Saint-Ouen n'a rien pris. Celle de Beaugrenelle était ravagée. Oh. Et on perd tout, tu vois. Et comme les vignerons, comme les agriculteurs. Comme les vignerons. Ouais. Le même sujet que le truc en extérieur. Ouais. Bien sûr. Et ça, du coup, ça nous rapproche de cette réalité-là, qui est la difficulté. Le truc vertueux, du coup, c'est que les fermes hors sol qui marchent à l'année n'ont pas ces incidences. Et c'est bien, du coup, d'équilibrer les modèles comme ça. En vrai, sur les fermes extérieures qui sont très grandes, on a presque 20 000 m², donc 2 hectares, plus de 2 hectares. C'est beaucoup pour un Parisien, tu vois. Mais c'est pas ça qui nous rapporte beaucoup. On gagne à peine de l'argent dessus. On viabilise. Ça, c'est pour important pour nous. C'est que d'avoir un beau projet, c'est sympa, mais il faut aussi qu'il y ait une réalité économique. Sinon, c'est un doux rêve. Donc, on fait en sorte comme de pas perdre. Mais on le fait par conviction. Ouais. Puis ça permet aussi d'un autre sujet sur de faire une rotation d'équipe, c'est qu'avec ça, on peut chacun sensibiliser. L'hiver, les équipes de l'extérieur viennent dans les fermes hors sol pour aider. Et puis l'été, ceux qui sont dans les parkings l'hiver vont filer un coup de main dehors et ça fait du bien. Du coup, ça crée un truc assez vertueux, un ensemble à la fois économique qui se complète, puisque l'un est de l'autre et réciproquement. Et puis en termes de variation des tâches pour les équipes et des univers, ça permet aussi d'avoir un truc qui change tout le temps, qui évolue, où on se complète, où les formations aussi sont plus complètes. Ça crée du coup aussi un intérêt de revisiter, je veux dire, la production vivante comme ça, de toucher à ces choses qui sont parfois tech, parfois naturelles, parfois en extérieur, et ça crée une diversité dans les tâches qui rend plus sexy peut-être le job. Et puis aussi parlons de ça, c'est que bosser sur l'extérieur, c'est difficile. Quand je dis pas là, c'est que c'est des métiers physiques. Tous les néo-ruraux qui sont des anciens urbains qui veulent se lancer dans la belle production, souvent reviennent, la moitié en général arrête au bout de 3 ans et il n'y a plus personne au bout de 80% au bout de 7 ans. Ouais. Parce que c'est dur, c'est physique, on ne se rend pas compte, mais c'est assez répétitif même. C'est beaucoup désherber, c'est se pencher, c'est se casser le dos, désespérer lorsqu'il y a une pluie trop forte qui va tout ravager. Donc ça aussi, c'est une façon de compléter ça et de reséduire les plus jeunes pour envie de faire de la culture avec des métiers pas toujours aussi physiques. On fait, comme disait Marie tout à l'heure, on est vachement attentif sur les horaires, on ne travaille pas le week-end, on travaille à 35 heures, les heures sup sont payées, on n'essaie pas de faire de saisonniers,
que des contrats longs. Et c'est aussi une façon de changer aussi la donne que, en général, les exploitations agricoles sont tenues par des couples ou des mecs seuls qui sont payés au lance-pierre avec des horaires de baboule. Et ça ne donne pas envie à un jeune qui préfère du coup aller vendre des campagnes Instagram, si tu veux, mieux payé aux choses sur un bureau, quoi. Bien, merci. Alors, je voudrais... donc là, la première partie est finie. Je voudrais vous poser quelques questions après à vous quatre et vous y répondez au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que vous avez toujours dans votre réfrigérateur ? De l'aligot. Filet maison ou pas ? Non, mais je suis intéressé, tu me diras après, Candice, parce que 2 ingrédients, moi je fais peut-être un peu de beurre, mais tu me diras ce qu'ils mettent de plus dans l'ambassade d'Auvergne. Ça se paye, ça, tu sais ? Ça c'est une expérience. Bah oui, les coulisses. Mais je connais en plus l'ambassade, c'est dans son jus aussi. Hein. Ouais. Nous, on a reçu Didier, c'est plus Didier Désert, mais il est venu. Ouais. Il a vendu. Donc, qu'est-ce qu'il y a toujours dans... Du beurre, c'est sûr. Demi-sel, salé. Demi-sel breton, forcément. Évidemment. Et puis, baraté. Ça, c'est le truc que j'ai forcé dans mon frigo. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Moi, j'ai du beurre, des crèmes en général, du lait pour mes filles. Le frigo, ça dépend des semaines. Des fois, il est garni en bidoche. Des fois, il y a beaucoup de légumes, bien sûr, chez nous. Mais le beurre, c'est le truc forcément qu'il y aura dans mon frigo. Merci, Laurent. Candice ? Je suis trop d'accord avec le beurre salé. Attention, salé. Et après, demi-sel ou salé ? Salé. Ouais. Avec des cristaux de sel aussi. Ouais. Et après, sinon, c'est sucrerie, c'est sûr. Une pâtisserie. Je suis bec sucré, vraiment. Et donc, une dernière pépite découverte. Donc, la toute dernière, par exemple, c'est quoi ? Les 3 chocolats que j'adore, qui est à Saint-Paul. Et ils font des folies, ils font un mochi revisité. Alors, c'était dernièrement à la figue, mais bon, plus trop la saison maintenant, ça finit. Mais ils font des choses au sésame noir, incroyable. Merci. J'avais goûté leur barre chocolat sésame noir, elle est délicieuse. C'est dingue. Moi, il y a toujours des œufs, parce que j'avoue que c'est pas moi qui cuisine à la maison. J'ai la chance d'avoir une très bonne cuisinière à la maison. Mais par contre, je fais les pancakes le matin, le week-end, et il y a toujours des œufs. Et je trouve que c'est un très bel aliment, parce il est hyper simple, il n'est pas cher, et on peut en faire des choses extraordinaires. Voilà. Donc, c'est marrant qu'ils mettent au frigo les œufs, parce que en vrai, je les mets plus au frigo. Ouais, il paraît que je les mettre. Je les mets plus au frigo. Alors en fait, soit tu les mets pas au frigo jamais, ils ont la même conservation, soit tu les mets au frigo tout le temps et avec les variations thermiques. Bien sûr, ouais. Mais du coup, tu peux les sortir de ton frigo, mettre autre chose maintenant. Dans la réalité, je pense qu'ils sont plus au frigo depuis quelques années. Depuis qu'on travaille dans la restauration, on apprend aussi tout ça, et on apprend aussi la différence entre un œuf bio et pas bio. Bien sûr, pour le bien-être animal, c'est évident, mais aussi pour le goût. Et donc, d'avoir du beau avec du très simple. C'est dingue, parce que moi, pendant des années, je me suis toujours dit que c'était pareil sur les œufs. Alors, tu sais que sur les œufs, il y a l'histoire dans l'industrie de 0 FR et FR de FR. Ça, vous le connaissez tous, ce truc-là. Donc, 0 FR, c'est effectivement le poulet a été caressé et bien nourri. Donc, pour favoriser les 0 FR. Mais sur les œufs, je vais toujours dire qu'il n'y a pas grande différence, tu vois, sur le bio, le pas bio, etc. Jusqu'à temps que j'ai 2 poules dans la famille qui sont depuis manger par un renard ou je ne sais pas quoi. Mais pendant un an, on a eu... c'est la vie, quoi. C'est la campagne, la loi quoi. de la nature. Ouais. Et puis, il fallait certainement un truc mieux protégé que j'ai pas pu faire, que j'ai pas fait. Mais en tout cas, j'ai fait des œufs frais du matin et... Effectivement, j'ai vu qu'il y a une vraie différence sur le frais. Alors, je ne sais pas s'il est bio parce que effectivement les poules sont dehors, mais le fait qu'il soit extrêmement frais, c'était pas le même jaune, c'était aérien quoi comme lait. Et j'ai compris il y a pas très longtemps. Donc, tu as raison. Les œufs frais et bio, si possible, ça change vraiment. Et toi, Géraldine ? Dans mon frigo, j'ai de quoi hydrater tout le monde. Alors, j'ai toujours à boire. Sous quelle forme ? Tout. Il y a du kombucha, il y a les cocktails. J'avais goûté ça, les cocktails low alcool de Mathias Giroux. J'ai de la bière, j'ai du cidre. J'ai plein de choses à boire. Et dans mon congélateur, il y a toujours du pain. Que si jamais j'ai pas le temps d'acheter du pain frais, j'en ai toujours au congélateur. Et en dehors du frigo, du coup, il y a toujours des œufs. Ça, c'est l'élément indispensable. Œufs, sauce piquante et peanut butter. J'adore. Avec quel personnage vivant, fictif, mort, aimeriez-vous partager un dîner chacun ? Et on compose une table. Alors, depuis le temps que je pose la question, ça fait une grande table. Mais ce serait une table sympa pour laquelle je m'engagerais à cuisiner. Moi, je dis Michelle Obama. Ah, bien.
Une femme, déjà. Et puis après... Je revois mon anglais un petit peu quand même. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Je l'emmènerai dans un resto coup de foudre. Okay. Et puis après, je trouve que c'est une femme qui a l'air extraordinaire, sans la connaître du coup, mais oui, qui, à mon avis, a beaucoup de choses intéressantes à partager. Ok, je prends. Ça me plaît de cuisiner pour elle. Laurent ? Alors comme ça, je dirais mon père, parce que j'ai mis à cuisiner très tard pour des raisons familiales, et donc mon père est parti avant. J'ai jamais eu l'occasion du coup de lui montrer que j'avais cuisiné et que j'aurais bien fait une bonne bouffe, c'était à mon vivant. Voilà, tout simplement le daron à table, ça m'a fait plaisir. Qui s'appelait mon papa, Jean-Claude. Jean-Claude, bah donc. JC, pam. On pense à JC. Marie ? Une bonne question. Je pense que j'en profiterai pour inviter quelqu'un à qui je pourrais poser des questions, répondre à mes questions, comment faire mieux, comment donner plus. Et donc j'hésite entre Coluche ou Eva Joly. Coluche, je pense que je prends les deux, hein, moi ça me plaît les deux. Hein. Il avait un côté bling bling qui fait que peut-être que je m'ennuierais au bout d'un moment dans la soirée, mais je trouve qu'il a eu des très bonnes idées pour donner aux autres. Et Eva Joly parce que moi j'ai besoin de cette détermination au quotidien. On parlait de la difficulté du monde agricole, la difficulté de la restauration, elle est là, elle est présente. Alors elle, c'est dans un autre monde, hein, bien sûr, le monde de l'anticorruption, de comment au quotidien lutter contre un système qui est pas forcément, dont les règles du jeu ne sont pas bonnes pour tout le monde. Et c'est difficile de savoir des fois où trouver sa détermination. Donc je lui demanderais comment est-ce qu'on reste engagé tout au long de sa vie. Magnifique. Voilà. Géraldine ? Elle est dure ta question. Je sais qu'elle est dure et je la pose pas en avance. Ah ouais, non, j'étais contente de me dire je passe la dernière, mais en fait non, j'ai pas le temps de réfléchir, Non, mais après ça peut être quelqu'un que tu admires, que tu n'as jamais rencontré, qui n'existe pas. Ça peut être un personnage de roman, un personnage de film. dont tu te dis, j'aimerais partager un moment. Là, on est dans la pleine utopie. Hein, tout est possible. Ouais. Non, il n'y a pas très... J'ai lu l'été dernier Je t'aime à la philo de Olivia Gazalet. Et j'ai adoré son écriture. Et après, j'ai écouté un podcast où elle avait été interviewée. Et la journaliste lui posait la question, justement, avec qui tu aimerais t'entretenir, etc. Donc, ça fait penser un peu à ça, donc pourquoi pas l'inviter à manger. Quel est le contenu de ce livre ? C'est super intéressant, en fait. Elle parle de l'amour au sens très large, que ça soit vu par la littérature, vu par les scientifiques, quand on parle d'émotions, qu'est-ce que ça provoque. Oui, la neurochimie. Exactement, vu par l'histoire et vu par la société. Donc, elle fait un gros mélange de tout ça, avec une certaine chronologie aussi, et du coup, il y a des conclusions qui sont assez... Redis le nom de l'œuvre ? Je t'aime à la philo. C'est joli. Oui. Très bien. Quelle est votre Madeleine de Proust ? J'en ai plein des Madeleines de Proust quand même. Je dirais les œufs en neige de la grand-mère. Qui s'appelle ? Moi, je veux toujours les prénoms. Francine. Francine. Oh là là, on l'appelait non, elle s'appelait grand-mère non parce que elle nous voit toujours si on avait froid, si on avait faim, si on voulait faire quelque chose. Et non. Donc c'est la grand-mère non. Et le premier Madeleine de Proust, c'était les restes des œufs qu'elle utilisait, donc les blancs qu'elle n'utilisait pas dans la cuisine, bien sûr qu'elle battait en neige et qu'elle mettait au four avec un peu de sucre. Et c'était, il n'y avait pas grand-chose à bouffer dessus, mais c'était tellement bon. Voilà, je l'appelle pas les Madeleine de Proust, et les crêpes au maroilles aussi. Ah ouais, ça c'est violent. Avec ça. des capres. Les crêpes au maroilles avec des capres. Il y avait une nana de Picardie qui nous faisait des crêpes au maroilles. C'est les premiers pas avec les associations un peu douteuses, tu vois, mais c'était vraiment bon. Et des capres, maroilles et capres, c'est pas mal. Ah ouais. Et aussi, dernière Madeleine de Proust, les croissants jambon garni de ma mère. Et ces machins-là, tu sais, quand elle les refait aujourd'hui avec mes enfants, donc ses petits-enfants, j'avoue qu'il y avait ce truc de passation, tu sais, lorsqu'il y a les dîners où elle sort pour les enfants ces fameux croissants avec une béchamel et du jambon dedans. Et ta maman qui s'appelle ? Maintenant, elle s'appelle Émilie. Donc, elle s'appelait Josiane avant. Elle s'appelait Josiane avant, elle n'aimait pas son prénom. Et du coup, à 65 balais, elle a changé de prénom. Ouais. Voilà. Elle aurait pu changer de sexe aussi. Mais bon, elle a changé de prénom, c'était peut-être plus rapide. Et donc, quand elle sert ça aux enfants, tu vois, tous les grands, les oncles, les vrais enfants réclament aussi leur croissant. Voilà. C'est Madeleine de Proust sur la bouffe, en tous les cas. Très bien, très bien. Du coup, Candice ? Les cheveux à la crème de ma maman. Qui s'appelle... Donnez les prénoms, s'il vous plaît. Qui s'appelle Marion. J'aime quand c'est incarné, personne n'y fait. Cheveux à la crème avec un glaçage coloré qui peut être au chocolat, à la vanille,
selon plein d'inspirations du moment. Donc, ouais, les choux à la crème. Et sinon, j'ai quand même en donné 2, 3. Avec mes racines, on va dire l'aligot, puisque c'est le thème, sur les racines auvergnates. Sinon, j'ai des racines niçoises. Donc, il y a pas mal de choses. Mais qu'est-ce que je préfère? Les panisses, c'est bon. La pissaladière. Ouais, c'est dur de choisir. On est pas mal déjà. Marie? Moi, ce serait les tomates qu'on croque quand on vient d'arroser le jardin. Et c'est lié aussi à l'odeur de la terre. En fait, l'odeur quand on vient d'arroser a une odeur très particulière. Et la tomate, elle est encore chaude. Et en fait, on croque dedans. Il y a le jus de la tomate qui est un peu chaud par la journée de soleil. Et donc ça, c'est vraiment ma Madeleine de Proust quand j'étais enfant. Et quand on allait arroser le jardin, on bouffait toujours une tomate ou deux en scred. Je vois bien le décor. Ouais. Ouais. Et ça, c'est vraiment un goût, je pense, inimitable. Et j'ai un autre goût dont j'arrive pas à me détacher aussi. C'est le premier festival dont je vous parlais tout à l'heure au Belvédère de Belleville. Et c'était un plat qu'avaient fait Alice et Victor du restaurant Isolé à Montreuil. Avant, ils avaient le Château Mat, qu'on connaît un petit peu pour être les punks de la gastronomie. Et ils avaient fait un plat tout simple. C'était un ceviche de poisson blanc, je pense à un cabillaud, mais je suis pas sûre, avec un houmous et dessus une crème au curcuma. Et 7 ans après, j'ai toujours le goût de cette association entre ce jus rouge et intense en épices, ce ceviche parfait et l'houmous qu'on vient taper dedans et qu'on n'avait pas vu à la base, dans une petite barquette en plastique. Et je crois que ça a été la première fois où j'ai compris que la gastronomie pouvait être étonnante. Même dans une barquette. Ouais, dans une barquette, ouais. Et je pense que c'est la première fois que j'ai compris la gastronomie au-delà du bien manger. Super. Géraldine, tu es encore la dernière. Oui. Tu as eu le temps. Mais j'aime bien. Alors, malgré... c'est vrai que mes parents, ils ont cuisiné beaucoup de choses. Donc, il y a la ratatouille, etc. Mais je pense que ce serait la poutargue. Mes parents nous ont initiés à beaucoup de produits bruts dès notre plus jeune âge. Et j'adore l'iode depuis que je suis petite. Je m'étais rendue malade avec des huîtres, d'ailleurs, quand j'étais assez jeune. Et du coup, ouais, je pense que c'est la poutargue. La première fois que j'ai goûté ça, je me dis, c'est quand même assez particulier. Je sais plus quel âge j'avais. Et en fait, dès que j'en mange, je me retrouve à la première fois quand j'en ai mangé où je me suis dit, je sais pas. Et en fait, je peux en manger une entière, mais vraiment la grignoter, quoi. Et la dernière question. Alors, 2 questions. Est-ce que vous pouvez compléter cette phrase? Pour moi, cuisiner, c'est... Moi, je l'ai déjà dit, donc je vais le redire. Pour moi, cuisiner, c'est politique. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec nos petits bras, de façon collective, tous ensemble. Et c'est pour ça que je suis incroyablement fière de l'équipe avec laquelle je travaille. Parce qu'ils ont aussi ce truc-là à l'âme de se dire, on vient au travail, ok, c'est pour faire des bonnes choses. Et ils aiment leur métier de cuisinier ou de serveur, ça c'est sûr. Mais il y a un truc en plus. Et je crois qu'on a tout ça dans l'équipe. Et c'est très important pour nous. C'est très porteur, du coup. Alors pour moi, cuisiner, c'est se faire plaisir en se faisant plaisir. Voilà. Non, c'est faire plaisir. Oui, on avait compris. Oui, faire plaisir. Okay. Et pour moi, l'acte politique, ce que disait Marie, effectivement, cuisiner, c'est peut être politique, mais aussi acheter nos produits. C'est politique, l'acte d'achat, le choix du légume qu'on va faire, de la viande, pas de la viande, etc. C'est le vote porte-monnaie, j'aime bien ça. En achetant un légume qui est français, si possible, de préférence, et pourquoi pas local, si c'est disponible. Mais ouais, il y a une démarche très politique dans ce qu'on bouffe. De toute façon, il faut manger. Voilà, ça c'est un achat essentiel et du coup c'est un achat clairement, si on ne veut faire qu'une chose, c'est de toute façon il faut manger. Je trouve ça intéressant cette idée d'acte politique en achetant et pour se faire plaisir aussi, mais le premier soutien de la filière c'est bien ça et ça permet de soutenir la filière, de bien manger aussi, de la bonne santé. Moi j'aime bien cette idée de vote politique ou d'achat politique dans la cuisine. Oui. Candice? Pour moi, manger, c'est partager une passion, la transmettre. Et vraiment, tu parlais de petits trucs en plus, Marie, et je trouve que ça va au-delà. Et vraiment, il y a de quoi transmettre partout, par l'assiette qui accompagne ce qu'on mange, par la personne qui l'a élaboré, son histoire. Donc, transmettre sa passion. Cuisiner, je te rejoins parce que c'est effectivement se faire plaisir, réunir à une table et pas que parce qu'on peut cuisiner pour soi. Je te rejoins également sur effectivement politique comme également l'achat. Mais il y a aussi ce côté de il faut se faire plaisir, mais aussi faire. Je m'intéresse un peu à l'alimentation nutritive et du coup, je me rends compte que, aussi prendre en compte de qu'est-ce qu'on mange pour
durer dans le temps pour être en bonne santé jusqu'à, je sais pas quel âge, mais jusqu'à tard. Donc voilà, manger, cuisiner, c'est à la fois, il faut se faire du bien dans le sens plaisir, mais aussi dans le sens corporel, exactement. Merci. Et la dernière question, et on va commencer avec toi. Très bien. Quelle est la définition de la passion, selon toi ? Alors là, pour avoir lu justement Olivia Gazalet, donc avec quand elle explique ce qu'est l'amour d'un point de vue scientifique, la passion, je pense que ça se transmet vraiment quand on le sent en soi, quand on aime quelque chose passionnément, donc que ça soit une passion pour que ça soit pour un produit partagé, pour une pâtisserie, je pense que c'est très instinctif. Donc pour moi, la passion, ça se vit, au-delà des mots, on le sent, je pense, au plus profond de soi, même d'un point de vue, je sais pas, les mains moites, on se dit ça, j'adore ça, ou on en perd même les mots, je pense. Marie ? Pour moi, la passion, c'est quelque chose qui rend heureux et surtout qui va pouvoir se partager. Et j'avoue que quand je pense passion, je pense surtout à celle des gens qui me côtoient. Enfin, je pense à la passion de ma chef, de mes chefs, parce qu'elles sont 5 chefs chez Ernest. Je trouve ça incroyable de pouvoir profiter de leur passion aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le fait d'être une équipe, c'est qu'on a tous des passions différentes. Moi, j'ai une passion sur les tableaux Excel pour donner les conditions et les moyens qu'on puisse fonctionner tous ensemble. Enfin, c'est de donner les moyens... Très concrètement, c'est pouvoir ouvrir la cuisine, payer l'électricité et qu'il y ait des bénévoles ou des chefs cuisiniers qui viennent cuisiner chez nous. Ça, c'est ma passion, les petits tableaux Excel. Mais je pense surtout à leur passion à eux, à elles, principalement, parce qu'on est beaucoup de nanas. Et quand je vois une chef qui fait du kimchi, qui arrive avec son petit kimchi, ou une autre chef qui dit « Ouais, on va tester la recette de ce cake que j'ai récupéré de là ou d'ailleurs », ça procure tellement de joie de les voir kiffer ce qu'elles font. Ouais, pour moi, la passion, c'est aussi la passion des autres qu'on partage les uns avec les autres. Et c'est trop chouette de pouvoir le faire au travail, au quotidien. Je sais que, je dis souvent que j'ai hyper bien réussi ma vie parce que ce soit au travail ou à la maison, je mange hyper bien. Et j'ai des gens passionnés qui nous permettent d'avoir quelque chose de chouette dans la vie, parce que bien manger, ça rend heureux. Et j'espère qu'on transmet ça aussi avec toutes les personnes qui viennent manger au restaurant, mais je pense aussi à l'aide alimentaire. C'est-à-dire que je pense qu'ils sentent un peu la passion. Déjà, il y a beaucoup de soins dans la cuisine, donc j'espère qu'elle peut être transmise même à quelqu'un qu'on ne va pas voir, juste à travers le soin qu'on a mis dans faire dorer les oignons, pimper un peu la sauce et tout ça. Et donc, j'espère que les bénéficiaires de l'aide alimentaire, enfin, je le sais, ils nous le disent, mais sentent aussi cette passion-là. Merci. Je terminerai avec toi, Laurent. J'ai envie que tu conclues. Candice. Alors là... Et on me laisse. La passion, pour moi, c'est faire quelque chose qu'on aime, ou aussi on ne voit pas le temps passer. On dit souvent que, du coup, c'est pas un boulot, quoi. C'est quelque chose qui nous anime et on ne voit pas le temps passer. Je pense que aussi avec le projet Coup de Foudre, c'est de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai trouvé ma passion pour l'entrepreneuriat, et aussi le fait que ce soit lié à une passion pour la nourriture, et donc faire ce qu'on aime et pas voir le temps passer. Et Laurent, tu vas conclure. La passion, c'est forcément quelque chose qu'on aime bien faire. Moi, je sais pas, j'ai des passions, mais il y a plein de choses que j'aime bien faire. Quelque chose, c'est que je pourrais taxer une passion, à partir du moment où si je ne les faisais plus, je serais peut-être pas aussi content ou heureux. Mais souvent, la passion, c'est les autres qui te disent que tu es un passionné. Et c'est là où, du coup, tu peux te rendre compte que quand tu parles d'une chose que tu aimes, etc., tu en parles parce que tu l'aimes bien. Et ce sont encore une fois, moi, c'est souvent les autres qui ont décelé une passion, là où j'en ai pas forcément une sur un truc que j'aime bien faire. Donc, c'est la façon, à mon avis, quand tu le vis, que tu le transmets, le racontes. C'est là on peut avoir une passion, parce que c'est un peu Marie, lorsque avec ses chefs autour, t'écoutais un chef, mais c'est pas que des chefs, ça peut être des politiques, ça peut être des acteurs, etc. Mais quand ils racontent ce qu'ils font, tu sens une émotion, qu'il y a une énergie, et là tu peux dire c'est peut-être une passion. Merci. Alors je vais conclure définitivement.
Dans cet épisode 67, j'ai eu la joie de recevoir 4 personnalités inspirantes. Une photographe qui capture l'essence de l'art de vivre, une créatrice de contenu et d'expériences food qui nous ouvre l'appétit autrement, une directrice d'association d'aide alimentaire qui fait rimer solidarité avec gastronomie et un président de ferme urbaine qui fait pousser la conscience agricole au cœur de la ville. De belles convictions assumées, des histoires collectives émouvantes, une détermination décomplexée et surtout une passion vivante et vivace. Là est le sens même de la philosophie artisanale, de la philosophie du goût et de la philosophie de l'altérité. Merci beaucoup Géraldine. Merci. Merci Candice. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci. Et merci Laurent. Merci Virginie. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À table. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.